d'activités qui sont déjà engagées, et ça c'est une bonne opportunité pour tous les lecteurs que nous sommes de pouvoir avoir un espace de lecture, des institutions qui soutiennent donc afin de donner l'amour de la lecture aux jeunes, aux enfants. Je sais que cet amour est perdu compte tenu des réseaux sociaux, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Bonjour, monsieur Hilal. Bonjour mon cher grand frère. C'est Merci. un plaisir d'être là et un honneur de revenir à la RTG. Bon, pour ceux qui connaissent l'histoire, on peut passer. Alors, on peut passer, mais quand même, hein, vous avez été célèbre animateur. Vous êtes même célèbre animateur parce que nous allons continuer la pioche pour voir si vous pouvez venir faire de temps en temps le journal télévisé des 20h. Ça va être une grande opportunité. C'est même tout le souhait de monsieur le ministre pour permettre aux valeureux journalistes comme vous de revenir, de continuer l'œuvre, parce que c'est aussi ça notre profession. Absolument. Voilà. Avec vous, nous parlerons bien entendu du CELPAC et de la lecture publique en République de Guinée, la mission du CELPAC. Mais de l'autre côté, puisque nous sommes un week-end, nous avons donc invité pour vous, chers téléspectateurs, Monsieur Bangali, le charmant. Je l'appelle Monsieur parce qu'il a une carrière artistique impressionnante et il est là ce matin en compagnie donc de son ami de tout le temps, celui qui l'appuie artistiquement, instrumentalement. Il est avec lui ce matin. Bonjour, Monsieur Bangali. Bonjour, l'RTG. Merci. Voilà, merci donc d'être venu. Monsieur, nous allons donc aller vers monsieur le directeur général adjoint de CELPAC. Vous êtes donc sur le plateau ce matin pour parler donc du livre, de la lecture publique. Le rôle, la mission du CELPAC. C'est quoi le CELPAC? Alors, je suis très heureux d'être là, tout d'abord. C'est un honneur, comme je disais, d'être sur le plateau de la RTG. De me prêter aux questions ou de donner quelques actualités concernant notre direction. Il faut savoir que la RTG, c'est la vitrine dorée de la République de Guinée. Et passer ici, c'est comme si vous faites tout pour ne pas rater votre plat de lafidi le matin. Parce que vous savez que si vous le ratez, la journée ne va pas être très agréable. Donc c'est vraiment un plaisir déjà d'être là. Et je vous remercie vraiment parce que cette perche, c'est aussi vous qui me l'avez lancée il y a quelques jours. Alors pour parler du CELPAC, il faut noter que c'est une direction qui est rattachée au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'artisanat. Un service qui a été créé à la suite de la coopération entre la Guinée et l'OIF. Coopération qui a permis de créer des centres de lecture et d'animation culturelle appelés CLAC. À la suite de la création de ces centres à l'intérieur du pays, donc à la suite de la création de ce réseau, la République de Guinée s'est dirigée vers une politique de promotion du livre et de la lecture publique qui englobait à la fois ce réseau qui existait, mais sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire que la question du livre et de la lecture publique a été centrée comme priorité au sein du département de la culture. Rappelez-vous, à l'époque, c'était la culture ballottée entre le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Information, etc., etc. Mais dans le vrai sens du terme, au sein de la Direction nationale de la culture, cette préoccupation de mettre le livre au cœur du développement culturel de la République s'était déjà posé à cette époque-là. Et c'est ce qui a permis donc la création de cette direction qui s'appelle aujourd'hui le Centre de lecture publique et d'animation culturelle, qui s'occupe du livre, la promotion du livre. La politique du livre de la Guinée est mise en œuvre par cette direction-là, promotion du livre et de la lecture publique sur l'ensemble du territoire. Cela revient à aussi noter que c'est toute la gestion des bibliothèques à travers le pays. J'aime dire une chose. Aujourd'hui, je pense que nous avons beaucoup d'arguments pour répondre à ceux qui ont dit au préalable il y a quelques années en Guinée qu'il n'y avait pas de bibliothèque,
les gens ne lisaient pas, etc., etc. Aujourd'hui, je vous invite à aller un peu partout, déjà à Conakry, puisque vous savez, à travers Conakry, capitale mondiale du livre, certains points de lecture ont été créés. Mais allez à l'intérieur du pays, en Moyenne-Guinée, allez en Basse-Guinée, en Haute-Guinée et en Guinée forestière, vous trouverez un réseau de 40 bibliothèques. Cela vous dit quelque chose fortement. Ouais. Parce que vous allez vous dire, mais quels sont ceux qui nous disaient alors qu'il n'y avait pas de bibliothèque, qu'il n'y avait pas de centre de lecture publique, etc., etc. Donc cela vient s'inscrire en faux contre tous ceux qui continuent de penser qu'il n'y a pas de bibliothèque. Et ces bibliothèques qui existent, ces bibliothèques ont été construites par le gouvernement guinéen. Okay. Le gouvernement guinéen. Okay. Je ne parle pas des CLAC. Les CLAC, c'est la coopération OIF Guinée. Mais les bibliothèques de lecture publique ont été construites exclusivement par le gouvernement guinéen et sur le budget du BND. Donc, dire que la Guinée n'est pas dans un esprit de promotion du livre et de la lecture publique, c'est vraiment ne pas connaître l'histoire même du livre en République de Guinée. Donc, nous, on a en charge la gestion de ces bibliothèques, la gestion des bibliothécaires et la gestion de l'animation au sein de ces bibliothèques pour créer le lien entre les communautés, à la fois les élèves qui font partie de nos publics cibles, et ensuite le citoyen lambda, jeune, adulte, etc. Toute personne qui aurait soif de venir passer un temps dans une bibliothèque, lire et passer cet amour de la lecture en empruntant un livre et venant à la maison avec. Et avec toutes les activités, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure, que nous avons eu aussi à mettre en place pour fortifier la lecture publique. Parce qu'il faut aller au-delà de l'organisation événementielle, qui est un appui à la politique. Il y a une politique qui existe et les ONG, les associations, les entreprises, les structures, les éditeurs, l'organisation des écrivains, tout ceci viennent se mettre en appui à la politique nationale du livre et de la lecture publique. Voilà. Waouh! Un beau programme et des beaux projets en perspective donc au CELPAC. Je vois qu'il y a un réseau important. Du 26 au 30 mai, vous étiez à Sangaredi, à Timbi-Madina et autres c'était quoi? C'était pour dépoussiérer les livres ou pour montrer la possibilité d'accéder désormais aux différentes bibliothèques? Double objectif. Pour quelqu'un comme moi qui venait de rentrer dans le réseau du CELPAC, pas dans le réseau du livre, hein, parce que vous et moi, vous savez combien de fois on a roulé notre bosse autour des 72 heures du livre, autour de nos quartiers, autour de nos associations, pour promouvoir le livre. En ce qui me concerne, je l'ai fait dans le domaine du théâtre, que j'ai exercé depuis 2008. Et d'ailleurs, à la RTJ, les gens savent combien de fois j'ai ce penchant-là pour la culture et le théâtre. Et de l'autre côté, j'arrive au CELPAC et j'avais besoin de toucher du doigt les réalités du livre, de la lecture publique, mais globalement des bibliothèques. Comment les bibliothèques se portent dans le pays. Donc j'ai fait un premier voyage qui m'a amené d'abord à Kindia, où j'ai été à la bibliothèque de lecture publique de la ville. Tenez-vous bien, c'est la première bibliothèque en République de Guinée. La bibliothèque de Kindia. La première bibliothèque en République de Guinée. C'est la toute première. Avant, bien des années avant l'indépendance. Et donc, pour moi, c'était... j'arrive là, je découvre cette histoire-là, je me suis dit, mais attends, n'est-ce pas que je suis béni que d'arriver à un endroit comme ça, ma première fois au CELPAC, ma première fois dans une bibliothèque à l'intérieur du pays, et j'arrive dans la toute première bibliothèque en République de Guinée. Et c'est là-bas que je me rends compte de cela, à travers la lecture. Et à la suite de ça, je suis revenu à Conakry, je suis reparti à Mamou pour faire le réseau des CLAC. Parce que le réseau des CLAC se trouve plus en Moyenne-Guinée, où vous avez 10 CLAC, les centres de lecture et d'animation culturelle, en Moyenne-Guinée et en Basse-Guinée. Demain, on en a plus en Moyenne-Guinée. Et donc, je suis allé à Poredaka, je suis allé à Dalaba, je suis allé à Pita, je suis allé à Timbi-Madina, je suis revenu à Mamou pour mon troisième voyage, repartir
à Guékédou, à Marche des 72 heures du livre, revenir à Kissidougou, ensuite à Farana, pour que je voie ce réseau, ce grand réseau des bibliothèques que nous avons dans le pays. Rencontrer aussi nos animateurs qui sont dans ces lieux. Et c'est l'occasion de dire aux gens, vous partez par exemple à Kankan, vous êtes en ce moment à Kankan, je vous invite à la lecture, à la bibliothèque de lecture publique de Kankan, et il y en a même 2 maintenant, puisqu'il y a l'ancien ministre du budget qui a aussi ouvert une bibliothèque dans la ville. Ne pensez pas qu'à la fête, allez prendre un temps de lecture aussi. On doit associer cette fête à la lecture. Eh bien, absolument, d'autant plus qu'il y a un ouvrage qui vient récemment de paraître aux éditions L'Harmattan qui porte sur la Mamaya. Si vous avez envie de connaître l'histoire de la Mamaya, comment on en est arrivé jusque-là, quel est le sens, quel a été le vrai sens de la danse mythique de la Mamaya qui a été longtemps associée à la pagaille. Et je remercie de passage le doyen Jeannot Williams que nous avons vraiment accompagné dans cette lutte-là pour créer le distinguo, pour faire le distinguo entre la Mamaya et la pagaille. Parce qu'en Guinée, quand on veut parler de pagaille, on dit « Ah, bah écoutez, c'est de la Mamaya. Alors que la Mamaya, c'est tout le contraire de la pagaille. Alors, je le remercie de passage. C'est une identité culturelle mise à part, quoi. Mise à part. C'est comme le Soli qui est en train de se faire aujourd'hui à côté Kankan. des On est en train de se battre pour que du côté du Badjar, qu'il y ait aussi un festival, d'ailleurs, je crois qui a commencé il y a quelques semaines. Donc voilà, ce sont des initiatives, mais attention, nous avons nos cultures qui ne sont pas très souvent à la fois documentées et écrites. On n'écrit pas. D'où et quand on écrit, l'existence des éditeurs en République des Guinée. J'espère qu'on en parlera parce que il y a là également un très beau foisonnement, une très belle dynamique au niveau des éditeurs. Depuis notre arrivée, bien sûr par la confiance de Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur Moussa Moïse Silla, et en compagnie de mon directeur général Bernard P.V. Béabogui, nous avons impulsé une dynamique qui était déjà inscrite depuis le doyen Daouda Niane, qui était l'ancien directeur du CELPAC. Nous avons impulsé cette dynamique qui va maintenant auprès des éditeurs. Le Grand Prix littéraire, j'espère qu'on en parlera. On en parlera certainement. Parce que sa vision lointaine, c'est d'impulser cette dynamique de développement autour des acteurs de la chaîne du livre. Donc vous parlez des écrivains, vous parlez des éditeurs, vous parlez des bouquinistes, vous parlez des libraires, vous parlez de tous ces acteurs-là qui interviennent. Chacun tire son épingle du jeu à travers ces initiatives que nous avons eu à mettre en place. Initiatives soutenues, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le fait qu'on parle du livre, non pas hors de la sphère étatique, parce qu'avant on en parlait, mais aujourd'hui, faire du livre une priorité au niveau du département de la culture, c'est à l'actif du ministre Moussa Moïse Silla. Faire du livre une priorité, mettre au devant, créer un événement avec un prix exceptionnel de 500 millions de francs guinéens, un prix exceptionnel qui n'existe nulle part à travers le monde. Nulle part, même pas en France, même pas aux États-Unis. Aucun prix littéraire dans le monde n'avoisinerait même les 500 millions de francs guinéens. Ça, c'est à l'actif du ministre Moussa Moïse Silla et c'est à l'actif du président de la République qui a voulu aussi, à travers ses actions, qu'on dise que pour une fois, on a pris un autre niveau par rapport à la question du livre et de la lecture publique. Et je pense que c'est... Voilà, le fusée, il est déjà parti. Le fusée est déjà parti. Et puisque nous sommes avec un artiste, c'est aussi la culture. Quand je disais le fusée est parti, en fait... C'est la direction. Il a directement envoyé ça. Le charmant, Bangali le charmant, sur ce plateau. Bangali, comment ça va? Ouais, ça va. Et cette grosse fête, parce que vous avez un magnifique boubou que vous portez aujourd'hui. Waouh, c'est magnifique ça. Ouais. Merci, vraiment. Voilà, donc nous allons vous écouter, histoire d'accompagner la fusée jusqu'au fond. Ça marche.
Na 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 na. Yeah 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 yeah. Yala onyamuna. Na fala ma onyamuna la gine borita ma onyamuna. Inu findi na ayora la gine borita ma onyamira. Ima tofule na onyamuna la gine borima onyamuna. Sosena na onyamuna maninke yo onyamira la gine borita onyamuna be. Inu findi na ayora onyamira. Awa bersena na la gine onyamuna. Kisina na onyamuna, bagana na onyamuna, lanuma de onyamuna, lagine borita ma onyamuna. Bigenu bana soto, inu manga soto, igira tu nyamana diema, nyamane diela mane ibonyesa. Mangemu wali magerepi lagine borima onyamuna ya kisina na onyamuna lagine borima onyamuna fulena na onyamuna maninke na onyamuna bersena na onyamuna lagine borita onyamumiri yorabe khali onyamira inaso lagine onyamira. RTZ, merci. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci. Ah oui, c'est vrai, hein, il n'y a pas... On dit la Guinée est une famille, mais quand il faut partager les gigots de moutons, on ne devient plus une famille. Hein? Oui. Monsieur le directeur Gérard. C'est une triste réalité, malheureusement. Les gens se sont partagés l'affaire hier. Ils m'ont mis de côté. J'ai même demandé à Mazo de m'amener. El Mazo. Oui, je l'ai appelé spécialement. Je dis, ben Mazo, attends. Moi, je veux juste les pattes et la tête. Il n'a pas fait. Il m'a dit, grand, laisse ça. Moi, je suis sûr que juste après la fête de Tabaski, il y aura beaucoup qui vont prendre des rendez-vous chez les dentistes. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et il n'y a même plus de cure-dents sur le marché. Hein. Ah bon? Voilà, le CELPAC sur ce plateau des Zéniths sur Koloman de ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler donc du réseau. Nous parlons donc du réseau des bibliothèques, hein, c'est-à-dire des bibliothèques publiques en République de Guinée. Mais ces bibliothèques, je crois que vous êtes dans une autre dynamique de numérisation de ces bibliothèques. Absolument, absolument. Parce que là, c'est une grosse nouveauté. Ça fait bien que vous me tendiez la perche à ce niveau, parce qu'on vient d'installer 3 bibliothèques numériques récemment. D'ailleurs, c'était la semaine dernière. Par le partenariat que nous avons avec Africalan, qui est une organisation française, une association française qui lutte dans le cadre de la promotion de la lecture publique. C'est une dynamique aussi que le gouvernement même est en train de mettre en place pour numériser les bibliothèques de lecture publique. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté aussi le foisonnement et l'intérêt à la fois des jeunes, mais même des adultes autour des outils numériques de lecture publique. Moi, j'aime souvent donner cet exemple parce que mes enfants sont les premiers cobayes pour moi. Les premières cobayes pour moi. D'abord, j'ai remarqué la lecture traditionnelle ne marche pas très fort. Ouais. C'est-à-dire, c'est prendre un livre ou leur donner un livre, tu leur dis lisez. Ouais. Ça marche pas très fort. Mais de l'autre côté, j'ai remarqué tout l'intérêt qu'ils ont pour les téléphones, pour les tablettes. Et donc, moi, j'ai cherché à promouvoir la tablette parce que je me suis dit, la tablette fait plus outil de lecture qu'un téléphone. Donc, on a développé des tablettes pour les enfants et en mettant des outils de lecture là-dedans. Des livres, télécharger, etc., etc.
Mais on a constaté que ça a créé de l'intérêt chez les enfants, à la maison. Bon, aujourd'hui, vous connaissez les enfants, ils ont tous fait perdre leur tablette, donc ils reviennent à la lecture traditionnelle. Mais de cet exemple-là, vous faites le même exemple, les mêmes remarques chez vous, vous comprendrez que les enfants ont plus tendance à aller vers les outils digitaux, le numérique. Et donc, c'est aussi le moment propice pour que nous puissions développer ce goût de la lecture chez les enfants en créant les outils numériques. Ça, nous l'avons déjà connu et expérimenté au sein de certaines de nos bibliothèques à travers le pays. Maintenant, ce qu'il faut aussi faire, c'est faire en sorte que certaines bibliothèques puissent vraiment être équipées sur l'ensemble du territoire national de ces outils-là, qui puissent faire en sorte que les enfants, que les adultes, que chacun puisse avoir accès aux livres numériques quand c'est possible. Quand c'est possible, nous avons eu une visite inopinée. Nous allons donc continuer. Nous avons une petite rupture. Voilà, toutes nos excuses pour cette interruption momentanée, mais nous revenons sur le plateau toujours avec le centre qui est le centre qui est représenté ce matin, le centre de lecture qui est représenté ce matin par son directeur général, monsieur Hassan Hilal Silla, qui est sur ce plateau en compagnie de Bangali le charmant et son acolyte, son bras droit, je le dirais comme ça, son bras droit, sur ce plateau ce matin. Nous parlions donc de la bibliothèque numérique qui aujourd'hui est en train de véritablement titiller la mémoire des enfants. Effectivement. Je disais donc en tant que directeur général adjoint du CELPAC et avec l'accompagnement et le soutien de mon directeur général, M. Bernard P.V. Biavogui, et le soutien inconditionnel du ministre de la Culture, nous sommes dans une initiative de vulgarisation et de promotion des bibliothèques numériques. Vous partez à l'intérieur du pays, vous sentez que les jeunes, que le public a un intérêt manifeste vers les bibliothèques qui sont équipées d'outils numériques. Okay. C'est-à-dire qu'avec l'envoi des ordinateurs, l'envoi des contenus numériques, cela a boosté la fréquentation de ces bibliothèques. Vous partez à Kindia, le fait qu'il y ait des ordinateurs sur place, des jeux numériques, ça fait que les enfants, quand ils arrivent, ils s'intéressent beaucoup aux ordinateurs. Et donc, la politique que nous avons eu à mettre en place là-bas, c'est que pour un enfant qui trouve que les ordinateurs sont occupés, son temps d'attente devient un livre classique. Okay. Son temps d'attente pour avoir accès à l'ordinateur devient un livre classique. Donc, de ce fait, vous touchez à la fois l'enfant sur les outils numériques, mais vous le touchez également sur les outils classiques. Okay. Et ça, c'est un success story dont on ne parle pas souvent et dont la majeure partie des événements littéraires en Guinée n'en parlent pas. Et c'est justement ces éléments-là que nous, on s'est dit, il faut les mettre en valeur. Déjà en parler, nous, à des occasions comme ça, et faire comprendre aux gens qu'il y a une bibliothèque à Cancan,
qu'il y a une bibliothèque à Kindia, qu'il y a une bibliothèque à Bokeh, qu'il y a une bibliothèque à Zérékoré, qui est d'ailleurs l'une des plus belles bibliothèques de la République de Guinée. Wow. Mais encore faudrait-il que les gens sachent et qu'ils soient dans une dynamique d'aller découvrir. Parce qu'une bibliothèque, c'est aussi un centre vivant. Ouais. Une belle animation, une belle structure d'animation et tout. C'est le cœur d'une ville. À travers la bibliothèque d'une ville, vous comprenez l'histoire de cette ville. Sans pour autant remettre en question les travaux des griots. Sans pour autant remettre en question leur travail. Mais vous partez dans une bibliothèque, ce que le griot mettrait 5 minutes à vous raconter, vous avez tout le temps dans un livre pour connaître l'histoire de cette ville, pour connaître l'histoire des grands hommes de cette ville, et par ricochet l'histoire des grands hommes de ce pays. Mais quelqu'un qui ne prend pas ce temps-là d'aller par exemple vers ces bibliothèques-là, c'est un manque à gagner. Et c'est justement ce manque à gagner-là que nous cherchons à combler aujourd'hui en donnant l'amour de la visite dans les bibliothèques à l'occasion des occasions exceptionnelles. Et ça, le ministre aussi, à travers son cabinet, ils l'ont réitéré. C'est-à-dire que le livre, maintenant, doit être au centre de toutes les activités culturelles du pays. On parle de la Mamaya aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour parler de la bibliothèque de Kankan. Pour dire aux gens, les curieux, vous avez envie de connaître l'histoire de la Mamaya, mais partez à la bibliothèque de Kankan, vous allez découvrir cette belle œuvre qui se trouve là-bas, qui porte sur l'histoire de la Mamaya. Et c'est vers ce travail-là aussi qu'il faut faire 365 jours, non pas sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais c'est ce travail-là qui se fait tous les jours pour envoyer les gens vers les bibliothèques, vers la lecture publique, vers le livre. Mais après, tous les combats ne sont pas gagnés. Oui. Parce que, quand vous partez à la bibliothèque de Kaloum, c'est une déception. Ah oui, un bâtiment impressionnant qui fait carrément dos à la voie principale. Et le plus souvent, c'est pas attractif, c'est pas attrayant. Non. Vous voyez la maison des jeunes de Sandervalia. Cette maison des jeunes a été rénovée grâce à la coopération japonaise parce qu'il y avait la bibliothèque de Kaloum à ces lieux. Okay. Cette bibliothèque-là qui se trouvait sur 2 étages, sur un duplex, par la force des choses, des gestionnaires de cette maison des jeunes, la bibliothèque a été reculée jusqu'à devenir une chambrette. Alors là, il n'existe à Kaloum qu'une chambrette qui représente la bibliothèque de Kaloum. Parce que tout simplement, les gestionnaires de la maison des jeunes ont aujourd'hui priorisé l'existence qu'il y ait une foule amassée pour danser. Je ne suis pas contre les danseurs. Des jeunes qui viennent pour passer la journée. Je ne suis pas contre ces jeunes-là. Mais lorsque la bibliothèque de Kaloum disparaîtra, où est-ce qu'on ira lire à Kaloum? À Kaloum. Où est-ce qu'on ira? Kaloum qui est quand même l'épicentre de notre... Mais c'est la vitrine. C'est la vitrine. C'est la vitrine de la capitale. Ouais. Si on perd cette bibliothèque-là, qu'on a pratiquement perdu, parce qu'il ne reste de cette bibliothèque qu'une chambrette, je le dis bien, qu'une chambrette. Wow. Je ne dis pas chambre, hein. Vous êtes chambre, vous êtes sur 4 mètres carrés ou 5 mètres carrés, etc., etc. Je parle d'une chambrette aujourd'hui. Et ça, c'est par la responsabilité des responsables de la maison des jeunes de Kaloum, par la responsabilité de ceux qui sont au ministère de la Jeunesse, qui ferment les yeux sur le fait qu'on est en train de tuer la bibliothèque de Kaloum. J'en parle et j'ai envie de pleurer. Ouais. Parce que malheureusement, nous assistons de façon impuissamment face à ce qui est en train de se passer. J'ai moi-même fait plusieurs visites sur les lieux, fait plusieurs plaidoyers pour que nous puissions continuer à faire exister ce centre du savoir, ce centre de lecture, mais sauf que les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes priorités. On priorise le mariage, l'organisation des mariages en ces lieux. Je ne sais pas si on se rend compte d'une chose. Si Kaloum perd cette bibliothèque, qu'on est en train déjà de perdre, si Kaloum perd cette bibliothèque, c'est par la responsabilité des
chef de la maison des jeunes de Kaloum, et c'est la responsabilité du ministère de la Jeunesse qui a la gestion de la maison des jeunes que nous avons rénovée grâce au fait qu'il y avait cette bibliothèque là-bas. Le Japon a renouvelé cette maison des jeunes parce qu'il y avait la maison des jeunes. Et quand vous partez à la maison des jeunes, ce n'est pas écrit maison des jeunes, c'est écrit bibliothèque de Kaloum. Ouais. Waouh. Je passerai dans le coin à voir des images et je reviendrai sur ce plateau. Ce qui est regrettable, ce qui est regrettable, et je le dis aujourd'hui, c'est que nos journalistes, nos collègues journalistes ne s'y intéressent pas. Je suis sûr aujourd'hui que tous les journalistes sont à Cancan. Ouais. Je suis sûr que l'actualité aujourd'hui dans le pays, certes, c'est l'événement phare. Ok, on est d'accord. Mais pour un journaliste culturel, il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que le théâtre, il n'y a pas que la danse, il n'y a pas que la peinture. Il y a le livre. Et le livre qui permet de préserver tout ce qu'il y a comme art. Tout ce que nous avons comme art est préservé dans le livre. Donc si on perd un espace comme ce lieu-là... Mais à travers le livre, la Guinée a rayonné, à travers Camara. Mais la Guinée continue de rayonner à travers le livre, mon cher Alfred. Le feu du Djibril Tamsir Niang, c'est des sommités. Nous avons Tierna Monenembo. C'est le livre qui parle de la Guinée aujourd'hui. Et il y a une belle histoire derrière le livre en République de Guinée. Et j'ai remarqué d'ailleurs votre participation très remarquée aux dernières éditions des 72 heures. Quelle est l'expression, quel est le message que vous avez bien voulu faire passer? Alors, pour nous, le message, il était bien clair à travers une activité. C'est le prix littéraire des lycéens. Nous avons démontré par cette activité intelligente, réfléchie, bien élaborée, avec un impact fort sur le terrain, que nous avons la possibilité de cultiver la lecture chez les jeunes, pas que les enfants, chez les jeunes, et nous avons la possibilité aussi de cultiver l'esprit civique à travers les activités littéraires. Okay. Comment cela se passe? D'abord, il y a une sélection des œuvres qui est faite. Les œuvres qui sont mises à la disposition avec un accompagnement des enseignants, donc les livres sont à la disposition des enfants, des jeunes, qui lisent et qui font une analyse des livres. À la suite de cette analyse, les enfants, les jeunes, votent pour leurs livres. Donc on a à travers le pays des lycées qui ont souscrit au principe, qui ont reçu les livres et qui votent pour le livre de leur choix. Attention, cette fois-ci, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui octroie le titre de livre de l'année, etc., etc. Ce sont les jeunes, par leur lecture, par la manière dont ils sont touchés par le livre, qui disent « oui, on a aimé ce livre-là parce que ce n'est pas juste subjectif. Ouais. C'est avec des arguments, etc., etc. Donc, ils arrivent donc à élire le livre de leur choix et ensuite, ils passent par le vote. Ils votent, tous les lycées, ils votent pour le livre de leur choix. Et le résultat de ce vote-là est remonté à Conakry ici, et nous, on sait le livre qui a été premier, deuxième, ou troisième, ou quatrième. Le message est simple. Les activités que nous faisons, au-delà du remplissage, ce que je reproche à beaucoup d'événements dans le pays, littéraires surtout, on aime opter pour le remplissage. On va chercher les enfants dans les écoles, on vient les mettre sur les événements, on remplit. On dit, oh, c'est beau, les enfants, ils sont là. Ah, on fait le semblant de dire, ouais, les enfants, ils lisent. Alors qu'en réalité, ce n'est pas très vérifiable. Donc, nous, les enfants, ont d'abord lu dans les écoles. Et ils reviennent, ils votent. C'est pour dire que l'avenir de la lecture dans un pays, et dans le pays que nous avons, ce sont les jeunes, ce sont les enfants. Si on cultive l'amour de la lecture chez ces enfants, mais l'amour vrai, c'est pas l'amour de façade. Ouais. C'est pas juste montrer que, ouais, vous voyez, je suis avec des enfants. Ouais. À faire du remplissage. Parce que ce remplissage-là, justement, c'est devenu à la mode. Ouais. Les gens qui détiennent le pouvoir de la communication perverse utilisent justement ce pouvoir-là pour faire croire ce qui n'est pas. Et donc, derrière ce qui n'est pas, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes là pour faire marcher la politique
national du livre de la République de Guinée sur l'ensemble du territoire national. Et c'est ça le CELPAC. Et c'est ça le CELPAC, Bangali. Ouais. Oui, ta réponse, elle est musicale. Ok, ça marche. Tu es un peu là. Il faut souffler un peu. C'est la fête. C'est la fête, c'est la fête, c'est la période de fête. Maman Rose est là ce matin. Alale no diana chedirama obesani dinema kana wadi duma bebe mona fanke nedo diana chele bebe alale no diana chedirama obesani dinema adi wadi duma diana chele yeah 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 bebe alale no muna vanke dirama mune ye kenikela bike bae dugbere tentirike muso nyuma sorone aye nyuma nyini muso nyuma soro kadi muniye muso nikela muso nyuma dibi kebere sorone ita tumolo nita tibolo ita lebe ita géré la gérance dans l'amour. Olé nyonte, bébé, bébé je t'aime. Awani diana soro bio dunya kono. Ikana jele, ikana jigi, diana jele, diana jele, diana musole. Mogobere kelen kafisa mo koro atandi Mohamed Darame ala lebara mo badima Mohamed Darame visa tigi Mohamed Darame oh Mohamed Darame ambassadeur Mohamed Darame awa koba kella ni koba fola tekelendi Mohamed Darame koba kella levadi suis ton amour, je suis mon amour, suis ton amour, bébé, chérie, je t'aime. Ah maman, ni Diana Chesorona, il est Diana Chele, Musoba Diana Kesoro, obede nyuma neolo. Iba diana soro obede nyuma soro ye diana koni diana musoko tekeleni diana ko kebe diana ko lefebi diana musobe diana lefeke silla kedo diana musobe ye ivono abafe Mohamed Darame. Allez, merci. Bravo. Ah, je vous ai dit, hein, c'est le charmant, Bangali le charmant. Tout ce qu'il dit est très classique. Très sensé surtout. Ah, très sensé surtout. Hein. Puis pour toi, gère ça. L'autre, laisse la gestion de l'autre. C'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous prendre, pour vous qui nous prenez en marche maintenant. Vous êtes donc sur le plateau de Zénith sur Coloma, dans l'unité nationale, l'unité principale des médias en République de Guinée. Invité majeur pour nous aujourd'hui, Monsieur Hassan Hilal Silla, directeur général adjoint du CELPAC. Nous allons donc parler du Grand Prix, le Grand Prix littéraire du président général Mamadi Doumbouya. Alors, le Grand Prix littéraire du président de la République
est un événement majeur qui vient couronner l'ensemble des initiatives dans le cadre du développement du livre et de la lecture publique, mais qui vient surtout couronner l'ensemble des initiatives de promotion des acteurs de la chaîne du livre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a plus de 20 ans, les auteurs, les éditeurs ont rêvé qu'il y ait un prix qui récompense un auteur, un éditeur pour l'ensemble de sa carrière ou sur une période donnée. Malheureusement, ce prix n'a jamais vu le jour. Malgré toutes les initiatives, malgré les batailles, ce prix est resté comme quelque chose qu'on ne voulait pas. Et c'est ainsi que, avec la refondation, avec cette rectification que nous avons connue depuis le 5 septembre 2021, il y a eu un nouveau virage autour de la culture. Comme vous l'avez vu à l'époque du ministre Alpha Souma, qui s'est intensifié avec l'arrivée de M. Moussa Moïse Silla. Ce que nous avons remarqué, pour parler de l'initiative du Grand Prix, Monsieur le ministre, quand on lui a raconté les péripéties de ce Grand Prix, il a dit « ce prix ne peut plus attendre ». Waouh. Président, quelle promptitude, hein? Le chef de l'État, lui-même s'est engagé à ce que ce prix voie le jour le plus rapidement possible. Donc, Monsieur le ministre n'a fait que suivre ces instructions pour que nous partions vers la concrétisation du Grand Prix littéraire. Okay. C'est-à-dire que ce n'est que justice rendue. Vous avez des compétitions où on récompense les meilleurs journalistes du pays. Vous avez des compétitions où on récompense les meilleures beautés. Vous avez des compétitions où on récompense les meilleurs joueurs, que ce soit le football, le basket, etc., etc. Mais la Guinée, qui a brillé, qui continue de briller par son développement littéraire, par ses écrivains, par ses maisons d'édition, n'a pas un seul prix où les auteurs sont récompensés pour un livre ou pour avoir écrit tel livre ou pour l'ensemble de ses œuvres. Ce n'était que justice rendue. Et c'est dans ce cadre que Monsieur le ministre a donné des instructions pour qu'on rende opérationnel très rapidement ce prix, qui a commencé dès le 4 avril, date à laquelle nous avons lancé officiellement le Grand Prix. C'était exceptionnel parce qu'on avait à la fois le ministre de la Culture lui-même, ainsi que l'ensemble de son cabinet, mais on avait aussi les associations des éditeurs. C'est-à-dire que l'ensemble des maisons d'édition réunies au sein d'une association, représentées par leur président. L'ensemble des écrivains guinéens réunis au sein d'une association qu'on appelle l'AEG, qui était aussi représentée par son président. Mieux, on avait des représentants du CNT. C'est-à-dire que quand nous partons pour défendre des projets de loi, quand nous partons pour défendre des budgets, des réallocations budgétaires, ceux-là même qui sont à mesure de nous dire oui, on accepte ou on n'accepte pas. Et quand l'honorable Mamad Tog est venu à cette cérémonie, c'était déjà la preuve que la commission éducation et culture s'intéresse à plus d'un titre au développement du livre. Et après avoir lancé ce prix, ça a été le foisonnement total. Parce que l'intérêt était aussi bien en Guinée qu'en dehors de la Guinée. Mais comprenez que notre objectif, l'objectif de Monsieur le ministre, c'est dans un premier temps promouvoir les acteurs littéraires locaux. C'est pourquoi le Grand Prix littéraire, c'est d'abord pour les auteurs guinéens. D'accord. Édité... il faut bien faire le distinguo. Hein? Non, il faut être un auteur guinéen. Ok, d'accord. Alors, je ne dis pas guinéen simplement par le papier, hein, parce que d'aucuns me diront, mais on peut venir en Guinée juste acquérir le papier et puis repartir. Hein. Ça, je ne parle pas de cette question. Je parle des auteurs guinéens et édités dans des maisons d'édition de droit guinéens. Ah, les critères sont vraiment spécifiques. Non, c'est clair. Ok. Donc, c'est un prix national. Ce n'est pas un prix international.
Okay. C'est un prix national et exclusivement pour les auteurs et les maisons d'édition qui sont guinéens. Et à partir de là, beaucoup nous en voulaient. Ah, mais on aurait voulu vraiment qu'on ouvre. Moi, j'ai été édité en France. Je suis guinéen. Je voudrais aussi compétir comme tout le monde. On a dit, cela va de soi, c'est votre droit. Mais sauf que toute compétition, il y a des règlements. Mais quel est le message que nous allons envoyer si un prix est mis en place, mais qui est raflé à 100% par l'extérieur? Mais quelle est la valeur ajoutée alors pour le développement local? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas un prix international. C'est l'option, on est en train d'y réfléchir. On pourrait penser à un prix international aussi littéraire. Mais pour le moment, c'est impulser cette dynamique locale. Avoir des auteurs que nous allons mettre au panthéon de la littérature guinéenne pour les mettre en avant, pour leur promouvoir, assister à booster les ventes des livres dans les maisons d'édition. Et la maison d'édition dont l'auteur aura remporté le prix, cette maison d'édition également, bénéficie d'un prix exceptionnel. Wow. Donc ce n'est pas l'auteur simplement qui part avec le prix. Sa maison d'édition également est accompagnée à travers une enveloppe budgétaire. Okay. Donc tout cela, c'est ce que les auteurs ont vu. Et que ce soit l'AEG, que ce soit l'Association des éditeurs de Guinée, aujourd'hui nous travaillons main dans la main. Okay. Parce qu'il faudrait aussi que le prix ait du crédit. Comment le prix peut avoir du crédit? C'est par le caractère inclusif. La partie gouvernementale représentée par le ministère de la Culture et le CELPAC, la partie professionnelle représentée par l'AEG, l'Association des éditeurs, qui constitue ce groupe, cette task force-là, pour pouvoir conduire le Grand Prix littéraire jusqu'à bon port. Et aujourd'hui, je vous parle en tant que directeur général du CELPAC, mais je ne suis qu'un assistant. J'assiste à tous les travaux qui sont en train d'être effectués aujourd'hui dans le cadre du Grand Prix. Et aujourd'hui, ça dépasse le niveau du CELPAC. Wow. Parce que l'association des éditeurs de Guinée, l'association des écrivains de Guinée, toutes ces deux associations ont pris cet événement à bras le corps. Ils nous ont dit, on a rêvé de cet événement pendant plus de 20 ans. Et aujourd'hui, que vous veniez concrétiser cet événement, nous n'allons pas laisser cet événement-là simplement dans vos bras. Nous allons tous partir jusqu'à la concrétisation. C'est ça. Et l'auteur, la maison d'édition, qui vont rapporter ce prix-là, ça va être exceptionnel. Wow. Ça ne va pas être juste un événement et s'arrêter là. Il y a un accompagnement systématique sur l'année où l'auteur devient ambassadeur du livre de la Guinée avec un programme et des activités et un accompagnement, attention, notifié par le chef de l'État. C'est lui-même qui a demandé qu'on institutionnalise ce prix-là et c'est lui-même qui va permettre à cet auteur-là qui va remporter ce prix. Et j'espère vraiment, si l'auteur est en train de nous regarder en ce moment-là, mais les auteurs, je sais que vous avez déjà écrit les livres, nous allons les lire. Mais les critères de sélection, ça se fait comment? Alors, j'aimerais vous dire que, puisque je suis en train de terminer sur le Grand Prix, allez-y. Dans les étapes, après avoir fait le lancement et fait le lancement des appels à candidature, on a bouclé après 30 jours. C'est-à-dire que le 30 avril, les appels à candidature ont été bouclés et juste après, le comité de présélection vient de se réunir. C'est-à-dire que c'est une étape. Okay. Et vous comprendrez que c'est tellement réfléchi que je ne dis pas que cette œuvre est parfaite. Mais je suis sûr que c'est impossible qu'il puisse y avoir une once de contestation. Okay. Le comité de présélection est composé de 7 membres. Tous des professionnels du livre, de la littérature, ou en tout cas acteurs de la chaîne du livre. Des personnalités qui ont montré une certaine probité intellectuelle et morale, irréprochable, qui vont s'asseoir depuis cette semaine-là pour mettre en place d'abord un critère de lecture. Qu'est-ce qu'il faut lire?
Ils vont mettre en place ces critères de lecture et ensuite, ils vont partir vers les critères de notation. Une fois que ces deux aspects sont sortis, chacun part vers sa lecture et fait ses annotations. Ensuite, il se retrouve pour dire de ces deux critères, ou 3 ou 4, voici ce que nous avons sorti, voici les œuvres qui méritent de passer à l'étape suivante. Parce que ça, ce n'était que la présélection. Ah, il y a une présélection, après il y a la sélection. Ouais. Et c'est là que vous allez comprendre que là, on ne s'amuse pas. C'est pas de la gnognotte. Non, c'est pas de la gnognotte. Là, on va vers... Non, parce qu'on ne peut pas faire tout ça, engager le chef de l'État, engager tout le département de la culture pour que derrière, on aille faire du à peu près. Mais non, cela va de soi. Donc, après avoir passé cette présélection, donc voici les œuvres qui vont passer à l'étape suivante. Et c'est là que les membres du jury, à la fois des jurys nationaux et internationaux, on en a également 5, 2 qui vont venir de l'international et 3 qui sont, Monsieur Alfred, oui. La bonne nouvelle. Oui. Les 3 membres du jury sont sélectionnés par l'Association des écrivains de Guinée et l'Association des éditeurs. Mais pas le CELPAC, hein. C'est pour garantir justement la crédibilité du prix. Ah non, ce n'est pas le CELPAC qui choisit qui est membre du jury ou pas, non. Ah, moi j'avais pensé les 5 membres c'est du le jury CELPAC qui allait faire donc le choix. Et autres. Attention, Ouais. vous savez, on est dans un pays où même quand tu dis la vérité, les gens sont capables de te contredire. Aujourd'hui, la Mamaya, c'est l'une des plus grandes manifestations de la République. Ouais. Mais il y en a qui ne veulent pas de la Mamaya. C'est pas grave. Donc, on part aussi dans cette logique-là de se dire, on veut s'approcher de la perfection. Ouais. On veut s'approcher de la perfection. C'est pourquoi on a tout ce mécanisme-là qui est mis en place du lancement, le comité de présélection, les membres du jury sélectionnés, choisis et sélectionnés par les 2 organisations professionnelles. Et ce sont ceux-là maintenant qui vont s'asseoir, lire et relire les œuvres présélectionnées pour élire le livre et l'auteur de la République de Guinée en 2025. Et ça va être l'apothéose. Ça va être du jamais vu. Waouh. Non, parce qu'on ne veut pas faire de la concurrence à qui que ce soit. C'est un travail bien élaboré. C'est un travail bien élaboré. On ne veut pas faire de la concurrence à qui que ce soit, à toutes ces organisations qui ont essayé d'organiser des prix, etc., etc. Mais là, on parle de l'esprit. Ah non, on ne va pas s'amuser avec. Ah non. Ça va être quelque chose de méthodique. On ne viendra pas faire du n'importe quoi. Non. Est-ce qu'il y aura une possibilité, puisque nous avons des Guinéens, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des Guinéens résidant à l'extérieur qui souhaiteraient éventuellement participer à cette grande activité du CELPAC. Est-ce qu'il y a une fenêtre ouverte ou des projets de fenêtres ouvertes déjà pour ces écrivains-là? En fait, moi j'ai envie de vous dire, Monsieur Alfred, et lorsque j'ai eu quelques échanges avec des Guinéens vivant à l'étranger qui ont été édités dans des maisons d'édition étrangères, parisiennes ou autres, j'ai envie de leur dire une chose: faites confiance à votre pays. Faites confiance à votre pays. Même si votre pays est le Gaza de l'Afrique, c'est-à-dire un pays bombardé aujourd'hui, meurtri et à genoux, je dirais même pas à genoux, à plat, faites confiance à votre pays. Si vous avez la capacité de vous faire éditer par l'Harmattan France, qu'est-ce qui vous empêcherait de demander à l'Harmattan France une coédition avec l'Harmattan Guinée? Ouais. Mais vous savez, dans ce pays, on aime faire gros trucs. Ouais. On aime faire le petit blanc. Ah oui, non. Faire, mon livre est édité à Paris. À Paris. Mon livre est édité à Paris. Voilà, c'est édité à Berlin. À Berlin. On aime les trucs ronflants. Voilà. Nous, moi, j'ai été disons... édité par, vous savez, l'édition La Plume de Berlin. Écoutez, voilà, de Los Angeles. J'ai dit personnellement à certaines personnes avec lesquelles j'ai eu à échanger que monsieur, vous avez été édité en France. C'est très bien. Votre livre sera promu en Guinée. Ouais. Mais pour ce prix-là, c'est fait pour
des auteurs édités par une maison d'édition guinéenne, pas africaine, guinéenne. Parce que si vous éditez aussi en Guinée, vous participez au développement culturel du livre en Guinée. Vous participez à la promotion d'une maison d'édition guinéenne. Je prends des maisons d'édition. C'est vraiment le biaba, quoi. Vous prenez l'Harmattan en Guinée, qui fait des efforts. Plume Inspirée, une maison d'édition qui fait aussi des efforts. Innove Édition, et j'en passe. Édition Mamou, qui bat de l'aile. Tous essayent de s'en sortir avec un credo. On essaie de promouvoir les auteurs guinéens. Alors, qu'est-ce qui vous empêche, si vous voulez sortir en France? C'est beau. D'ailleurs, même en disant France, c'est... La France. France, c'est beau. La France. Mais sauf que nous, on veut Guinée. La Guinée. La Guinée. Envoyez-nous vos œuvres en Guinée. Éditez-les ici. Et ensuite, vous serez éligible au Grand Prix littéraire du président de la République. Voilà ce qui est clair et limpide. Hein? Les éditions, les auteurs, revenez en Guinée. Ça a été toujours mon message, même quand je suis en déplacement un peu partout en France, un peu partout aux États-Unis. Je dis, on ne pourra pas construire la Guinée sans vous. Ouais. Il faut revenir et contribuer, mettre ta main donc à la pâte, et on essaie de tirer l'argile ensemble pour bâtir une maison, une œuvre assez intéressante. Ouais. Et je crois que c'est une très bonne chose. Avant donc de revenir tout à l'heure vers les livres qui sont devenus des patrimoines, qui sont à l'extérieur, la politique du CELPAC, je vais donc repartir avec mon cher, charmant Bangali. Ouais. Voilà, Bangali. Bangali risque de nous charmer avant. Ah oui, depuis qu'il est sur le plateau, il ne fait que... il passe tout son temps à nous charmer. Ah oui. Ouais, Bangali, aujourd'hui, vous jouez, quelles sont les différentes dates qu'on peut annoncer aux téléspectateurs aujourd'hui? Je vous remercie. D'abord, je remercie la RTG. Groupe RTG. Donc, je peux vous donner les dates. Aujourd'hui, le morceau que je viens de chanter tout à l'heure, c'est déjà prêt, le clip aussi. La sortie officielle, ce serait le 15 juillet, Inch'Allah. Par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Donc, c'est ce projet-là qui est là maintenant là. Et les autres sont déjà aussi prêts. Okay. On est en train de chercher les bonnes personnes pour les clips. Ah, les bonnes personnes, il y en a, hein? D'abord. Il y en a. Est-ce que tu as vu ma main, hein? Mais oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ceci là, j'espère. Voilà. Donc, je ne peux pas être là sans remercier Mediatigui d'abord, parce que quand vous attendez aujourd'hui un artiste ou un griot, c'est les gens qui sont derrière lui qui le boostent petit à petit. Je remercie ma maman chérie, une dame très dynamique qui m'aide moralement, financièrement, et Madame Kourouman Naïcha Touré depuis la France, et Monsieur l'ambassadeur Abdou et Mohamed Dramé. Il est en ce moment à la Mecque. Je lui souhaite bon séjour là-bas. Priez pour nous. Ouais. Et beaucoup tant d'autres, ma fille, et tonton El Mazo, Monsieur Kourouma également, les Samatran et beaucoup tant d'autres. Donc aujourd'hui, mes projets sont là, mais pas de soutenance. En Guinée, c'est ça. Pas de soutenance, nous allons y revenir. J'aime bien cette phrase. Pas de soutenance, j'aime bien revenir. Tous ceux qui sont venus avec moi dans cette émission sur ce plateau, à chaque fois qu'ils ont dit pas de soutenance, ils sont repartis très amers par rapport à ma réaction. Mais ça ne serait pas le cas aujourd'hui parce que nous sortons de la fête de... Voilà. Nous sortons de la fête de la Tabaski et nous allons donc vous demander...
Igbe sotori ramena rafera Iradi fanye baba Biringa lweri fana onyi feu Et à la commentaire mama Jine fanye tan commentaire mama Publicité yo mama Manka mama Jine complète Dugi fanye to mananama Alina Brasilia sare woro safe Tanti Emilima Il nous fait entretien de corps femme Adangira Inyere bastinima Ibukamba suagnima Irana balangista nira Awagine yamata gita na nabe Jine firinara la fira mekere muma Pare agamara gosa Na fe koluma fenama Fenama de fenara Na wuya gamara yandi fo fendi Hame fegere fenama de fo fendi Tati fo fendi Journaliste taki fenama de fenama fo fendi Balombere fenama de fenama fo fendi Irana balangi c'est la qualité Isapeki c'est la différence Irana mouvement c'est la qualité oh fait la différence Inyere bastil nima Bari ibargine yarabiri Gina fanyi bari mana yarabiri Sono mama milinira Gine faina na minde Hamme faina ya Awana hamme faina ya Ana minde Gine faina ya Irana mouvement c'est la qualité Isapeki c'est la différence Irana balangi c'est la qualité oh fait la différence. Allez. Voilà, merci. Bangali le charmant. Nouveauté, voilà. Ah oui, prêt. Toute chose a une fin. Fenara. Voilà. Alfred avec son accent. Ouais. Fenara. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours en direct de votre plateau, le Zénith sur Coloma. Je dirais quoi? Je dirais que nous avons parlé tout à l'heure des livres patrimoniaux que nous avons. Est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir les rapatrier dans la bibliothèque nationale? Si. Et ça, c'est principalement, je parle sous le couvert des responsables de la bibliothèque nationale. Parce que là également, il y a un dynamisme qui s'est mis en place avec l'arrivée de M. Daouda Niane, qui a en projet la récupération de ces livres-là et en projet plein d'autres activités. J'espère que vous pourrez qu'ils viennent vous en parler parce qu'il y a une nouvelle dynamique. Les gens ne comprennent pas effectivement les tenants et les aboutissants ou les objectifs de la bibliothèque nationale. Parce que c'est la Bibliothèque nationale, c'est le réservoir livresque d'un pays. Tout livre qui touche un pays devrait se retrouver automatiquement à la Bibliothèque nationale. Je pense que vous l'inviterez, il pourra vous parler de cela. Pour ma part, il y a une chose qui me tient à cœur, mon cher frère. Vous avez posé une question à l'entame de cette émission. Je me suis dit, je vais peut-être parler de ça vers la fin. J'espère qu'on est vers la fin. Oui. Alors, est-ce que la lecture, c'est un amour perdu? Oui. Vous avez posé cette question. Ça m'est resté, ça m'a vraiment marqué parce qu'effectivement, vous savez, dans notre métier, on dit, c'est pas la réponse qui importe, c'est la question. Plus vous posez une question intelligente, plus la réponse sera plus intelligente ou encore intelligente. Et c'est là que je vous remercie vraiment. Parce que est-ce que de la lecture, il faut baisser les bras? C'est un amour perdu. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité? Je dis non. Il faut juste changer de paradigme. Et ça commence à la maison. Okay.
beaucoup se plaignent, ah mon enfant il ne lit pas, ah mon enfant il n'aime pas la lecture, ah non si je lui demande d'aller lire, non il n'ira pas, ok. Mais vous n'avez pas opté pour la bonne méthode. Un enfant ne part pas vers le livre. C'est le livre d'abord qui vient vers l'enfant. Et je ne veux pas dire que le livre va marcher. Ouais, le livre vient vers l'enfant à travers les parents. À travers les parents, à travers le tuteur, à travers son répétiteur, etc., etc. Rappelez-vous, il y a une chose, on pense que dans notre culture là, il n'y a rien de bon. C'est faux. Rappelez-vous, monsieur Alfred, votre maman ou votre grand-mère, votre grand-père, vous racontez des histoires. Bien sûr. Mais le fait de vous raconter des histoires, c'est dans sa mémoire. Donc c'est une façon de vous lire, sauf que pour cette fois-ci, la personne n'a pas le livre est dans sa tête. Et le fait de vous avoir raconté des histoires, ça fait que ces histoires-là restent dans votre tête comme une culture. Donc, vous avez envie qu'on vous raconte des histoires. C'est pourquoi, aujourd'hui, le livre que vous préférez le plus, c'est la Bible. Ouais. Vous lisez. C'est la raison pour laquelle vous lisez. Oui. C'est pas pour autre chose. C'est parce que quelqu'un a lu pour vous. Parce qu'une personne a eu à faire la lecture pour vous. C'est ça qui vous a envoyé aujourd'hui vers un livre. C'est ça l'origine. Et c'est ce qu'il faut que les parents comprennent. Prenez le temps. Une histoire. 2 pages d'un livre, d'une histoire que votre enfant, lisez pour lui. Et prenez l'exercice, au moins chaque jour, 30 minutes, 10 minutes, 20 minutes de lecture pour l'enfant. Cet enfant, au bout de quelques années, voudra se passer de vous pour lire. Parce que l'enfant est dans la concurrence. Ouais. Ah, papa sait très bien lire. Ok, je veux dépasser papa. Moi aussi, je vais prendre le livre, je vais lire. Et c'est comme ça que psychologiquement, et ce dont je vous parle, c'est d'abord un comportement psychologique. Et c'est comme ça que psychologiquement, l'enfant cherche à partir vers le livre dans l'espoir de se départir de papa ou de maman ou de grand-mère ou de grand-père. C'est comme ça qu'il vient vers le livre. Ou c'est comme ça que le livre vient vers lui. Et c'est comme ça que lui, il s'offre au livre. Donc ce n'est pas un amour perdu. C'est juste que nous sommes devenus les parents les plus paresseux du monde. Nous n'avons plus le temps. Des parents qui sortent... La modernité a complètement déformé notre emploi du temps. Un parent qui quitte à 5 heures, rentre à 22 heures, quel est le temps qu'il va avoir pour lire pour son fils ou pour ses enfants? Et si tu ne lis pas pour ton enfant, laisse-moi te dire que ton enfant ne sera pas un lecteur. Si tu ne trouves pas quelqu'un pour lire pour ton enfant ne sera pas un lecteur. Et remarquez, les gens sont très heureux avec le petit ou les enfants qui viennent de remporter les prix pour la dictée. Ah, on est très content. Mais qui a pensé à féliciter les parents? Personne. Ouais. Exactement. Personne. C'est la belle question, ça. Mais personne. Mais je vous dis personne. Et les parents, d'ailleurs, ils se sont incrustés pour exister, pour dire nous sommes leurs parents. Mais on a oublié que si ces enfants-là ont eu ces aptitudes-là, de la dictée, des aptitudes de la lecture, l'école y a contribué. Mais l'école n'y a contribué qu'à un faible pourcentage. Ouais. L'origine, c'est le père, la mère, le répétiteur, la répétiteuse. Ouais. Et malheureusement, on les a tous mis de côté. Aujourd'hui, on ne parle que de ces écoles-là qui vont faire des chiffres. Ouais. Parce que tout le monde va dire non, je vais envoyer mon enfant dans ces écoles-là. Ouais, sauf que je sais que dans ces mêmes écoles-là, il y a des enfants qui sont nuls de ce nul. Oui, c'est une vérité. Vous savez, il faut dire les choses. Je sais que dans certaines de ces écoles-là, qu'on voit aujourd'hui là, il y a des gens, il y a des enfants qui sont nuls, mais de chez nuls. Donc, il faut la combinaison entre la maison et l'école pour la réussite de l'enfant. J'ai mon propre exemple que je vous parlerai. J'espère que vous allez me réinviter. Ouais. Je vous parlerai de ça, de l'éducation des enfants. Mon enfant était à 2 doigts d'échouer à l'examen. Et ce n'est qu'à quelques semaines, quelques mois qu'on se rend compte. Je sais la bataille que personnellement,
nous avons mené pour pouvoir le redresser, parce que l'école a baissé les bras, disant que non, mais nous on fait ce que nous avons à faire. Pourtant, quand l'enfant a de mauvaises notes, qui donne les notes? C'est l'école. Donc à partir du moment où tu donnes une mauvaise note, tu es à mesure d'alerter le parent, de dire attention, votre enfant est en train de partir à gauche. Ça, c'est vrai. Sauf que ça n'a pas été le cas. Mais je te parlerai de ça en privé si tu veux. Tu vas voir combien de fois les histoires des écoles, c'est un peu un gros truc bizarre. Mais c'est pour vous dire que, je reviens à mon histoire, c'est pour vous dire que non, l'espoir n'est pas perdu. Il faut juste que les parents prennent leurs responsabilités. Ceux qui m'écoutent aujourd'hui là, à la télévision nationale, vous partez à la maison où vous êtes en train de faire la mamaya. Vous retournez à la maison, prenez votre enfant, prenez un livre. Prenez l'habitude de lire pour votre enfant. Lisez-vous. Lisez pour votre enfant. Si vous ne savez pas lire, c'est simple. Prenez le répétiteur qui travaille avec votre enfant. Demandez-lui chaque soir de faire une lecture pour votre enfant. Et vous allez voir qu'au bout du compte, au bout d'une année, l'enfant va chercher à se départir de celui qui lit pour lui. Celui qui fait la lecture pour lui, là, il va chercher à se départir de ça. Parce que c'est psychologique. Il va se dire, soit il va se comparer à celui-ci en disant, moi je peux lire mieux. Donc il va aller vers la lecture. Sinon il va te dire, non. Je pense que le monsieur là, il lit trop bien. Je ne peux pas faire défi avec lui. Donc il va essayer au moins de se rapprocher de la personne. C'est ça, psychologiquement, qui se joue dans la tête de nos enfants. Mais aujourd'hui, on a tous démissionné. C'est ça la réalité. On s'est laissé aller à tout ce qui est beau. On prend les enfants, on va au manège, on part dans les piscines. On les a laissés à eux-mêmes concernant la lecture. Nous, on a démissionné de notre rôle où on sort à 5 heures, on rentre à 22 heures. Quel est le temps que tu peux avoir pour cet enfant-là, pour l'amener vers la lecture? Il n'y en a pas, presque pas. C'est ça la réalité. Donc il y a espoir. Triste réalité, mais avec de l'espoir. Je suis sûr qu'on peut parvenir à remonter les manches. Ouais. La preuve, ce sont ces garçons-là, ce sont ces jeunes qui ont remporté les prix à l'international. Qui aurait pu penser qu'on avait des éminences grises aussi jeunes que ces enfants-là? Ça veut dire que l'espoir n'est pas perdu. Il faut juste qu'on continue à faire ce qu'on doit faire. Il faut juste que certains parents prennent le temps pour leur enfant. Merci beaucoup. Nous avons été très heureux de vous avoir ce matin. Le temps qui nous est imparti est terminé. Merci à M. Hassan Hilal Silla, directeur général adjoint du CELPAC, d'avoir accepté notre invitation. Le charmant. Voilà, tu nous as charmé ce matin et avec l'espoir d'un succès plein, carton plein lors de ton prochain spectacle. Quant à Azaya, nous irons à Arena et moi, je vous dis bon week-end à vous. On se retrouve. À très bientôt. Ciao. Que Dieu vous bénisse.